Fred, pour commencer ça straight comme ça, le podcast. Yes. Je m'en sur un fil. Ah! Ça part fort, ça part fort. Straight up de même. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait depuis la dernière année? On s'était vu quoi, nous? On s'était vu en 2018, je pense? Oui, ça fait quand même Quasiment un petit 2 bout, ans. hein? Quasiment deux. Moi, je dis que ça fait 2 ans. Mais oui, j'ai fait plein de choses, en fait. Je voyais ça, en tout cas. Oui, j'ai sorti un EP. J'ai sorti un EP en septembre 2018. Nice. Donc, un EP, pour les gens qui savent pas c'est quoi, c'est un mini-album qui comporte entre 4 et 6 chansons environ. Mm-hmm. Fait que j'ai sorti ça en septembre. Donc, j'ai lancé ça. Il y a des extraits qui ont joué à la radio. Ouais, j'ai quand même travaillé fort, je te dirais. Comment t'as trouvé ça, le jouer à la radio et tout? T'as-tu senti un fame immédiat ou... Non. Non? Mais en fait, ça a été vraiment graduel. Ouais. C'est vraiment un travail de longue haleine, tu sais. Littéralement, de longue haleine. Oui, vraiment. Ah oui, ça me prend du temps à réfléchir. Oui, dans le fond, on a lancé un premier extrait que, bon, ça a bien été, mais tu sais, c'est comme, la première chanson, c'est comme une façon de cogner aux portes, de se faire connaître, genre, OK, t'es qui, toi, tout ça, fait que ça prend quand même un petit peu de temps à installer la patente, je dirais, tu sais. Ouais, mettre la table, genre. Ouais, tout à fait. Fait qu'au fur et à mesure que des extraits qu'on lançait, ben, on voyait que l'intérêt grandissait de plus en plus. Puis, puis il y a des portes qui s'ouvraient. OK, là, il y a des radios qui avaient pas embarqué au premier, qui embarquaient au deuxième, tu sais. Fait que c'est vraiment, c'est ça, un travail qui se fait petit à petit. Puis, pour les gens qui te connaissent pas, en fait, tu fais quoi? T'es qui? Tu viens d'où? Oui, c'est une très bonne question, j'avoue. Alors, je suis chanteur, en fait. Nice. Chanteur, je viens du Lac-Saint-Jean. J'étais un Belois. Un quoi? J'étais un Belois. Un Belois? Ah, un ok, bleuet. ok. Avec l'accent, là, Ouais, c'est hein, petite couleur. Ouais, j'étais un bleuet, j'étais un gars du Lac-Saint-Jean. J'ai habité là pendant une 20aine d'années. Après ça, je me suis exilé. Pas exilé, mais j'ai déménagé à Québec. J'ai étudié là-bas. En tout cas, je vais faire une longue histoire courte. Là, j'ai un on a le temps pour la longue peu, histoire. oui, hein, c'est ça. On a le temps. Là. Fait que dans le fond, j'ai déménagé à Québec. J'ai travaillé pas du tout en musique ou dans le domaine artistique parce que c'est un domaine qui me faisait vraiment peur. Ah ouais? Ouais, j'avais peur j'avais peur parce que c'était pas un métier sécuritaire. Tu sais. Ouais. C'est pas une job qui nous apporte un salaire fixe à toutes les semaines. Mais c'est ça. Fait que ça me faisait bien peur. Puis vu que je viens du Lac-Saint-Jean, si on se reporte, mettons, 20 ans plus tôt, tout ce que je voyais comme ce qui me plaisait dans le métier, parce que je savais que j'ai toujours senti que je voulais être chanteur, que je voulais être dans ce monde-là. Mais au Lac-Saint-Jean, je voyais ça bien loin, Montréal. Tu sais, je voyais le gala de la disque, je voyais les artistes performer. J'étais comme, ouais, mais c'est ben trop loin. Moi, j'aurais jamais accès à ça, là, tu sais. Fait que c'est vraiment une idée qui s'est construite dans ma tête, puis ça m'a pris du temps à défaire. Tu sais. OK. Fait que voilà, fait que j'ai comme passé, tu sais, je savais qu'au Lac-Saint-Jean, je savais que c'était pas tant ma place si je voulais évoluer dans ce que je voulais, tu sais. Fait que j'ai comme fait un premier pas, je déménageais à Québec, je dis OK, je vais y aller dans une plus petite ville. Pour m'adapter plus facilement. Fait que j'ai déménagé à Québec, j'ai travaillé dans un tout autre domaine. J'étais en éducation. Je travaillais aussi avec de la clientèle à déficience intellectuelle, physique, tout ça. Et voilà, j'ai passé une dizaine d'années à Québec. Puis j'ai fait un bac en enseignement. Puis mon dernier stage en enseignement, ma tante était à Montréal. Puis je disais, hey, peut-être que je pourrais aller faire mon stage à Montréal, tu sais. Mais j'avais quand même une idée dans la tête. L'opportunité en arrière que tu voulais. Je me suis dit tout d'un coup, tu sais. Donc, en faisant mon stage, premièrement, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ma place. OK. En enseignement, tu veux ça? Ah ouais. OK. Je pensais en musique. non, ça, j'ai eu des confirmations. OK. Mais c'est en faisant mon stage, c'est ça, je me suis même pas rendu au bout de mon stage. Ah ouais, à ce point-là? Ah, j'étais pas bien. Enseignement spécialisé ou c'était enseignement juste genre... Préscolaire primaire. OK. En fait, je me suis rendu vraiment à la tâche difficile. OK. Parce que je suis allé dans l'école de ma tante, puis dans cette école-là, c'est une école à immersion francophone. Donc, les jeunes
parle anglais à la base que moi, mon anglais du Lac-Saint-Jean. Tu vois le genre? Je vois le genre. Là. Et je me suis retrouvé dans un milieu, en tout cas, j'ai tout de suite senti que c'était pas ma place. OK. Puis au fur et à mesure des semaines, ben, après avoir discuté avec mon superviseur, tout ça, fait que ça m'a amené à quitter. Puis les gens me trouvaient fou parce que j'avais presque fini mon bac là. OK, parce que t'as pas fini ton bac dans le fond. Ah, hey, on est pareil là-dessus. Je te raconterai l'histoire après. C'est parfait, ouais. Merci. Ouais. J'ai pas fini mon bac. Il me restait 3 cours. OK. Puis, en fait, il aurait fallu que je réussisse le stage de 4 mois que j'ai quitté un mois et demi plus tôt, mettons. Quand même. Mais c'était tellement fort. Qu'est-ce qui t'a tiré vers, justement, le fait de l'arrêter plus que de faire comme je vais suffer through it, là, puis je vais le finir? C'est parce qu'en le faisant, je me sentais vraiment pas bien. J'ai développé comme des troubles d'angoisse. Puis je me disais, tu sais, la petite voix rationnelle des fois qui nous amène, non, t'es capable, fais-le, là, tu sais, t'as commencé, fini, tu sais. C'est ça qui me dit, OK, j'étais comme, let's go, tu sais. Puis... Mais à un moment donné, ça a été comme plus fort. J'ai éclaté. Puis au fur et à mesure, il y a des prises dans le cadre du stage, plus le stage avance, plus les prises en charge avec la classe, les enfants, tout ça sont de plus en plus élevées, de plus en plus importantes. Puis là, je me voyais patauger là-dedans, mais ça marchait pas. Ça marchait juste pas. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup enseigner. Ouais. Mais j'aimais pas la partie discipline, gestion de classe. Je trouvais ça vraiment intense. T'sais. Ah ouais. J'aime beaucoup les enfants. Comme je te dis, j'aime enseigner, mais tout ce qui est jouer à la police, là, non, ça ne partait pas. Tu te reverrais-tu enseigner plus tard dans un environnement plus que les gens choisissent d'être là? Tu sais, genre de contexte... Ça, je serais plus willing. Ouais. Dans un contexte des adultes, peut-être, ou dans mes champs d'intérêt aussi, tu sais. Mais de retourner au primaire comme ça, faut jamais dire jamais. Mais j'aurais tendance à peut-être l'oser le dire. Dis-moi, qu'est-ce qui a fait en sorte que là, tu parlais que la musique c'était important pour toi, puis que ça a tout le temps été dans le back-end de ta tête, si on veut, autant au Saguenay qu'à Québec, que maintenant tu es arrivé à Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé à Montréal? T'as-tu profité de ton temps d'être à Montréal pour aller faire des tests, des choses comme ça? Ouais. En fait, je suis arrivé, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai habité, chez des amis de ma famille. Puis, ces amis-là, en fait, m'ont fait découvrir, premièrement, ils m'emmenaient dans des shows. Il y a une de mes amies aussi qui baignait un peu dans le milieu, tu sais, fait qu'elle m'amenait à des lancements. Elle m'a fait un peu découvrir ça. Puis, là, rendu sur place ici, c'est ça, j'ai rencontré des gens, je voyais des offres d'audition. J'ai commencé à aller passer des auditions, puis ça marchait, tu sais. Ah ouais? Ouais. Parce que tu chantais depuis combien de temps avant d'arriver à Montréal? Ben, mettons pour le fun, sans nécessairement le pour voir. Pour le fun? Écoute. Toujours? Je pense que j'avais ma couche puis je chantais, mais... Ah ouais, hein? Ouais, ça fait vraiment longtemps. OK. Ouais, que c'est en moi, que c'est ancré, là. Ouais. Fait que t'arrives à Montréal, tu passes des auditions, puis qu'est-ce qui a fait que t'as su que c'était vers là fallait que t'ailles? C'est-tu été après cette expérience-là avec le stage puis là, la musique, que là t'as fait comme je fais la transition ou... En fait, c'est comme je te dis, dans le fond, je commençais à faire des auditions, ça marchait. On dirait que là, j'allais faire les auditions, puis là, je recevais des bons commentaires, puis les gens du milieu, je commençais à rencontrer des gens du milieu, ils disaient « Hey, crème, t'es bon, tout ça. Fait que là, je fais « OK, je pense que se passe vraiment quelque chose, là. » Fait que ça a été ça. Ça a été ça qui m'a donné la force d'arrêter le stage, puis de vraiment m'aligner dans ce que j'aurais... OK, c'est arrivé en même temps, genre? Oui. OK. Wow, bon timing. Tout à fait. Ouais, vraiment. Vraiment. Tu sais, des fois, la vie, moi, je crois beaucoup à ça. Tu sais, des fois, on essaie de l'ignorer ou tu essaies d'ignorer les signes, mais à un moment donné, c'est comme, t'en vois vraiment quelque chose de fort. Tu vas-tu comprendre? Là? Ouais. C'est pas toi
qui le fait, c'est vraiment ça se manifeste dans ton environnement. Ouais. Tu sais, on dit, je fais souvent l'analogie avec ça, que tu dis, tu penses à un char jaune, tu vas juste voir des chars jaunes, mais tu sais, dans le fond de ta tête, quand c'est ton subconscient qui pense à quelque chose, puis tu essaies de le réprimer, puis de pas le voir que c'est ça que tu veux faire, puis là, tu le vois tout le temps, puis à un moment donné, ça t'arrive, là, ça doit être comme, OK, fine, là. Ouais. T'abandonnes à ce que tu veux vraiment faire, tu sais. C'est comme lâche prise, puis vas-y, là, tu sais. Fait que. Ouais, c'est ça qui s'est passé. C'est vraiment ça qui s'est passé. Puis je repense à ce moment-là, puis je fais comme, hey, une chance, merci, tu sais, que ça soit arrivé, parce que j'ai enduré ça encore combien de temps, tu sais. Je sais pas, tu sais. Puis qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, c'est sûr que ça n'a pas tout ouvert tout d'un coup, mais... Non, mais t'as au moins ouvert la porte à te permettre de le faire, ce qui est une bonne première étape. Vraiment. Fait que là, j'ai fait des petites incursions dans le milieu. Tu sais, j'ai fait une audition. Je suis rentré dans une boîte de prod où on faisait des événements corporatifs, des corpos, des festivals, tout ça. Fait que je suis rentré dans cet univers-là. C'est sûr qu'au départ, ça me permettait pas de vivre de ça, là. Complètement, fait que je devais continuer quand même à travailler, puis je continuais à travailler en éducation quand même, tu sais, mais c'est ça, j'avais ça qui me permettait de faire « Ah, mon Dieu! » tu sais. Dis-moi, à ce moment-là, est-ce que tu avais une présence numérique un petit peu au niveau de toi en tant qu'artiste, ou tu faisais juste découvrir le monde, puis tu étais comme « Qu'est-ce que je peux faire? » Pas tant, non. OK. Non. Parce que c'est très actif, ces réseaux sociaux, ce que je vois, là. Ouais, ben j'essaye, mais tu sais... C'est jamais assez. Non, ben tu sais, mais non, je trouve ça intéressant que tu me le dises, parce que moi, de mon point de vue, je fais comment je devrais être comme... je devrais être comme plus là. Ça peut toujours être plus. C'est en fait, le maximum est inatteignable, parce que le jour où tu es trop présent, ton monde qui te suit en veut le plus. Fait que là, t'es comme, si j'en donne jamais assez, mais il va falloir que je me filme en étant en toilette, là, tu sais, quelque chose de même. Là. OK, Tu vois le genre? Ouais. Je retiens l'idée. Une petite double libre dans la toilette, là. Je chante sur le bol. Mais, j'ai toujours comme, pas inquiet, mais tu sais, je me demande tout le temps, si je mets trop de contenu, est-ce que les gens vont dire, hey, je t'ai écœuré, tu sais. C'est la première. Donne-nous un break, tu sais. C'est la première crainte la plupart du temps des gens, mais la réponse c'est souvent contre-intuitive. Là, de mon point de vue, de ce que j'analyse des compagnies qui font beaucoup de contenu, plus t'en fais, plus t'as de monde qui achète ce que tu fais. Pas nécessairement monétairement, mais qui achète en étant présent par de l'attention, par des likes, par des partages. Dans le fond, c'est la théorie de plus t'aimes ce que tu consommes, plus t'en veux. C'est une forme de drogue, là, la consommation de contenu numérique, si on veut. Là. Ouais. C'est un bon point. Faut vraiment, je pense, de tout le monde qui hésite, là, tu t'es vraiment pas le seul. Là. Tous les clients, quand je commence avec eux, ils sont genre on devrait-tu poser plus que 2 fois par semaine? On a peur de gosser le monde. Oui, mais faut pas oublier que les algorithmes de chaque plateforme, ils font en sorte que ils te limitent énormément ton reach pour pas que ça gosse le monde. Fait que toi, faut pas que tu te rajoutes cette pression-là que t'as peur de. C'est plus une question de tu rouvres ton téléphone, puis moi j'ai mis une photo il y a 1 minute, tu vas le voir tout de suite il y a 1 minute parce que je viens de le mettre. C'est vraiment qu'est-ce qui risque d'être intéressant pour Frédéric. Fait que les gens, d'après moi, ils ont peur pour rien. C'est jamais assez. OK, je comprends, c'est un bon point. Puis c'est aussi, comme en ce moment, je suis dans un moment où j'ai moins de contenu parce que je suis en pré-prod de mon nouveau projet, tout ça. Fait que j'en ai, mais moins que quand, mettons, j'ai lancé mon EP, puis où c'était comme, j'avais comme plein de choses à diffuser. Là, mais, c'est drôle à dire, parce que selon ma perspective, tu me diras qu'est-ce que t'en penses, là, mais ma perspective, le arrière-scène est plus intéressant que le contenu en termes de proportion d'engagement sur une période d'1 an, mettons. Les gens veulent savoir ce qui se passe en ce moment dans ta réflexion et tout. Comme, j'avoue. Je dis pas que ça enlève pas la valeur au produit final, mais ça donne juste ça hype encore plus le produit final, là, tu sais. Sans nécessairement en tout cas, on parle de stratégie, mais il y a plein de stratégies possibles pour plein de genres de volonté d'individus, de projets et tout, là. Mais, oui, il y a toujours... En tout cas, moi, je m'arrête souvent est-ce que c'est assez esthétique? Est-ce que ça va attirer là? Est-ce que c'est... je sais, c'est niaiseux. Non, mais t'es un artiste, c'est normal.
sais, l'entrepreneur, c'est une de nos coachs là, en atelier co-développement qui nous a dit ça. Je veux pas scraper la théorie derrière la réflexion qu'elle avait dit, mais elle avait dit principalement l'entrepreneur, il y a l'artisan qui est vraiment l'artiste créatif à côté, t'as le manager, puis t'en as un autre que je sais pas c'est quoi. Je me rappelle plus, on l'a dans nos notes. Là. Puis ces 3 personnalités-là sont en même temps dans ta tête en tant qu'humain quand t'es entrepreneur. Fait que souvent, il y en a qui fais du monde à la messe. Ben c'est ça, t'as l'artiste plus fort, t'as le manager moins fort, t'as l'autre que j'oublie c'est quoi, qui est plus fort, qui fait en sorte que t'agis d'une certaine manière, tu sais. C'est normal, tu sais, je te comprends tellement, tu sais, le podcast, là, je sais, c'est drôle à dire, mais la fenêtre, à cause que j'ai pas de filtre dans la caméra, la fenêtre qui est blanche, je peux rien faire pour. Il aurait fallu que j'ai une lumière de plus pour nous. Fait que là, je suis comme, ça me gosse, tu sais, l'aspect esthétique de. Mais moi, je suis à 80-20, tu sais. Quand je peux lâcher prise, je lâche prise, là, tu sais. OK, ben t'es bien fait. Il faut. Ben, on aurait tu me donneras des cours. C'est pas tant d'être capable de le faire plus que de le pratiquer, je te dirais. C'est vraiment une habitude. Là. Un moment donné, j'ai fait genre, ça sera jamais parfait parce que dans ma tête, je veux que ça soit de cette manière-là. Ça arrive jamais, fait que je fais juste l'envoyer. Ça gosse des gens, ça gosse les artistes. Ça gosse les artistes, des gens qui regardent quelque chose, t'aurais dû faire ça d'une autre manière. Techniquement, mettons. Mais la personne qui va être assise et qui va écouter là, en version audio, elle s'en fout du vidéo, tu sais. Fait que t'as tellement des bons points. T'es brillant, ouais, j'essaie, je fais mon possible. Là. Non, mais c'est parce que j'ai passé par là aussi, tu sais. Ça ralentit ta croissance à toi. Quand tu te mets des propres bâtons dans tes propres roues. C'est aussi simple que ça, là. Tu sais, comme mettons, je prends la plateforme Instagram où, je sais que, genre, depuis, je pense depuis le 31 décembre, j'ai pas mis de photos dans mon feed. Là. Ah ouais, hein? Parce que, en vrai, j'en ai pas ou je sais pas quoi mettre, tu sais. Est-ce que tu essaies de respecter un thème ou pas particulièrement? Non. À ce moment-là, t'as pas de raison. Ben non, c'est même pas. C'est parce que si quelqu'un me dit, moi, j'ai un thème parfait, je dis, check bien ça, OK, on va faire un exercice vraiment le fun, OK? Si tu me dis, j'ai pas posté depuis le 31 décembre, puis là, je te dis, est-ce que t'as un thème? Là, tu me dis oui. Fait que là, je suis comme, OK, peut-être que t'as pas trouvé un filtre qui va être bon pour ton thème. Mon thème, c'est l'absence. Le grand vide. Fait que là, ta prochaine photo, ça va être une case noire. L'absence. Tu sais, non, je niaise. Puis, fait que tu sais, si tu me dis justement, j'ai pas posté parce que j'ai pas de thème, ben là, peut-être que de trouver un filtre va t'inspirer à créer du contenu. Si tu me dis, je m'en fous d'avoir un thème, mais d'avoir, juste prendre ton sel puis prendre une photo de n'importe quoi, ça va briser la glace, là, même si c'est pas une publication à 5000 likes. Mais la photo, peut-être qu'elle sera pas belle, tu comprends? Tant mieux. La prochaine, elle va être meilleure, tu sais. Ouais. Je suis peut-être trop focusé sur l'esthétique. Ouais. Ben, c'est normal, comme je te dis. C'est pas négatif, c'est ce qui fait que ton art est bon aussi, ultimement. Ouais, je comprends. Mais à un certain point, les autres choses qui sont pas ton art peuvent être pas nécessairement parfaites, là, selon moi. Là. Je comprends. Je vais cogiter là-dessus. Tout dépendamment c'est quoi ton objectif. Tu sais, là, en 2020, c'est quoi tes plans au niveau musique? Tu veux-tu faire plus de solo? Tu veux-tu faire plus de corpo business? Ou comment tu vois ça? C'est plus comme artiste solo, en fait. Parce que je prépare c'est ça, comme je prépare mon 2e EP que je compte lancer. Écoute, je sais pas si tout va rentrer dans les petites cases, mais cet automne, j'aimerais beaucoup le faire. Fait que là, c'est sûr que je vais beaucoup miser là-dessus. Je vais faire la promotion de ça. Je vais faire des publications là-dessus éventuellement, c'est sûr. Fait que oui, mais autant, des fois, je fais du corpo, des trucs comme comédien aussi, où je peux utiliser également là, pour. Puis dis-moi, quand tu lances un EP, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le processus? Je suis curieux, peut-être qu'il y a des gens qui seraient curieux de savoir aussi. Ouais. En fait, il y a beaucoup de choses. Tout d'abord, c'est sûr que c'est l'enregistrement. Quand on parle du produit, c'est l'enregistrement du EP que tu fais en studio, que tu travailles avec un réalisateur qui, avec lui, tu vas définir ton son, tu vas explorer des trucs, définir ton style. Un coup que c'est fait, tu présentes ton projet à un distributeur parce que ça te prend un distributeur numérique. Ici au Québec, on a Distribution Select, on a Believe aussi, qui sont 2 distributeurs. Il y en a d'autres, mais c'est les 2 principaux. Puis, dans le fond, pour t'assurer que ton projet, ton produit soit connu, qu'il soit offert aux gens, ça te prend tout d'abord une équipe de relations de presse
qui s'occupe justement de faire la promotion de ton EP, de tes chansons, qui s'occupe de te dénicher des entrevues à la radio, des articles de journaux dans la presse écrite, tout ça. Et ça te prend également on appelle ça un tracker radio, en fait, une équipe de pistage radio, si je veux employer le bon terme francophone. Cette équipe-là va s'occuper de faire de faire la promo de ta chanson en radio. Cette équipe-là va s'assurer que ta chanson, ou du moins va mettre tous les moyens en place pour que ta chanson soit le plus diffusée possible dans les radios francophones, les radios Québec, en fait. C'est intéressant parce que tu as zéro parlé d'Internet. Où est-ce qu'arrive justement la promotion, en fait, la consommation puis de bâtir ta communauté au niveau d'Internet? Tu sais, d'Internet, parce que ça peut être à cette des groupes Facebook privés, des comptes Instagram, n'importe quoi. Comment tu bâtis une communauté au niveau musical au Québec en ce moment avec Internet? Tu veux dire avec l'utilisation des réseaux sociaux? Oui, principalement pour toi. Là, je parle pas, mettons, pour Lil Wayne ou whatever. Mais en fait, c'est sûr que comme si je prends Facebook, je me suis fait une page artiste. Où je me bâtis en fait un fanbase là-dessus. Même chose sur Instagram. Puis c'est beaucoup en fait, si je prends mon EP, ben on utilise beaucoup évidemment les plateformes numériques qui eux ont ils ont des liens qu'on peut poster pour faire la promo de notre projet aussi. Fait que tout ce qui est Spotify, Apple Music, c'est les deux principaux en fait. Là. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu utilises encore SoundCloud par hasard? Moi, non. OK. Il y en a que oui. Ouais. Mais non, je l'utilise pas. Je me rappelle, SoundCloud en 2012, c'était la place pour trouver de la musique indie, en guillemets, là, tu sais. Découvrir de nouveaux artistes, peut-être. Oui, parce que tu pouvais publier, je vais pas dire n'importe quoi, mais tu peux publier gratuitement de la musique. Puis après ça, Spotify, graduellement, ils ont ouvert un petit peu leur accès à déposer toi-même sans label, je pense, en tout cas sur Spotify. Oui, c'est self-publish, là, genre. Sur Spotify? Ouais. En fait, ça prend un distributeur numérique, normalement, mais il y a une façon, là. Mais avant, c'était fermé. C'était vraiment juste ceux qui avaient des maisons de disques, là, tu sais, qui pouvaient publier sur Spotify, puis Apple Music. Puis là, maintenant, tu peux être ton propre agrégateur de contenu, en tout cas. Ouais. Je vais pas m'avancer, là, mais je sais que ça a bouffé un peu une part de marché de SoundCloud. Là, littéralement. Puis il y a aussi Bandcamp aussi. Qui est oui, Bandcamp, c'est vrai. Tu peux mettre ton album dessus. Oui, puis ça, les gens peuvent l'acheter directement là-dessus aussi. Ouais, ils mettent ce qu'ils veulent, je pense, comme valeur. Ouais, mais je me lancerai pas dans des... Je connais pas assez pour me commettre là-dessus, mais il y a ça qui existe également. Dis-moi, c'est quoi ton opinion sur le streaming aujourd'hui? Pendant qu'on est dans le sujet. J'avais hâte que tu me poses la question. Ouais. Mais je suis curieux parce que toi, tu vis de musique, mais si je me trompe pas, tu sais, aujourd'hui, puis j'entends beaucoup de négatifs, mais moi, je vois beaucoup de positifs. Fait que je vais te laisser... En fait, il y a les deux. Il y a vraiment les deux. Puis, il y a beaucoup de technicalité, beaucoup d'aspects, puis je veux pas trop me lancer précisément dans des données ou des chiffres. Mais ta perception à toi, sans dire, mettons que tu fais 32 sous du 100 000 downloads ou whatever, là, si on part... Moi, j'aime ça partir du positif. Mettons, on part du positif. Bonne idée. Ce qui est bon, c'est que dès que ta musique est diffusée, ben c'est accessible partout dans le monde. Tu sais. Fait que tu peux aller faire un reach quand même assez incroyable. Là, tu sais. Si tu places bien tes pions, puis si, en tout cas, il y a plein de facteurs, tout ça, mais c'est ça, c'est à la disposition du monde entier, si tu veux. Là, fait que ça, je trouve ça super intéressant. Si tes chansons se retrouvent dans des playlists où il y a beaucoup d'abonnés, mais encore là, les gens vont pouvoir découvrir ta musique, ils vont écouter la chanson qu'il y a dans la playlist, puis ils vont faire « OK, c'est qui cet artiste-là? Je vais aller écouter ce qu'il fait, tout ça. » Donc, moi, je trouve que c'est le gros positif de ça. Des points un peu... c'est sûr que, bon, on peut... C'est dur de se faire des sous avec ça, là. On se fera pas de cachette, là. Parce que j'entends des gens, des fois... Ils me disent « Hey, j'ai écouté tes chansons, c'était super bon, je suis allé sur Spotify, tu sais. Je suis super content. Je suis vraiment content que les gens découvrent ma musique. Puis c'est vrai, c'est accessible. Mais
Moi, le message que je veux véhiculer, c'est que si tu veux vraiment encourager un artiste, tu peux acheter son album, son EP, là, c'est comme genre 4,99, là, tu sais. Parce que si on compare, si mettons, j'achète un EP ou si je l'écoute autant de fois que je veux que ça se rende à 4,99 maintenant, mais c'est impossible. C'est vraiment, c'est possible, mais je veux dire, il va falloir que tu l'aimes en... Ouais, puis pas juste la même personne, il va falloir que ça spread beaucoup plus, tu sais, mais ça de mon point de vue, c'est assez intéressant parce que, en tout cas, là, je vais peut-être dire quelque chose que tu seras pas d'accord, mais je veux que tu me dises si t'es pas d'accord. J'ai l'impression que les gens qui sont des artistes, ils voient Spotify comme si ça devrait leur faire de l'argent directement. Est-ce que je me trompe ou... Comme ils aimeraient ça que ça soit une des sources de revenus. Ben oui, c'est sûr. Qui est pas faux, là. Ça, je suis d'accord, right? Ouais. Mais, sachant que ça l'est pas, parce que je pense que j'avais vu des chiffres, là, genre que Taylor Swift ou Kanye West, là, ils avaient comme fait 1 000 $ avec leur hit de 300 millions de views, de downloads, ou Drake, choses comme ça. Fait qu'ils font presque rien, là, par rapport à les plus gros artistes de, mettons, pop et tout. Mais... Moi, je vois ça comme une immense opportunité, c'est comment dire, mais de faire un funnel marketing vers ton contenu, tu sais, puis ta communauté, puis ton site web pour acheter du merch, des choses comme ça, tu sais. Faudrait vraiment... J'ai pas de clients qui sont artistes, là, mais on en reparlera après. Je suis curieux de savoir c'est quoi les manières de faire voyager les gens d'une plateforme à l'autre, qu'est-ce qui serait possible pour t'assurer une espèce de rentabilité du clic, si on veut. Là, ouais, je comprends. Je pense que c'est possible. Il faut juste être créatif puis très discipliné. Là. Ouais. C'est comme l'infolette te donne un rabais à telle affaire, quand il s'abonne à telle affaire, à 3 jours après d'avoir écouté ça, une automatisation en back-end. Là. Ouais, je sais pas, je suis curieux. J'ai l'impression que... C'est parce que c'est sûr qu'il existe une façon, pas juste une façon, mais qu'il existe des façons de... Mais je veux pas être fataliste, là, tu sais, mais... Mais encore là, tu essaies de trouver le beau là-dedans, le positif, je suis sûr qu'il y en a. Ouais. C'est juste de trouver et de savoir comment bien manager avec. Là. C'est ça, puis souvent, c'est un manque de connaissances, là, littéralement. Je veux dire, toi, t'aimes faire de la musique, t'es peut-être pas un tripeux de funnel numérique. Là. On se dit vraies affaires. Ouais, mais c'est ça, ce qui est totalement normal aussi. Là, mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis quand les gens ont des solutions, des propositions à apporter, moi, je trouve ça chouring, j'embarque. Pourquoi pas te permettre de faire plus de ce que tu veux faire, tu sais? En investissant plus sur toi-même. Non, c'est intéressant. T'as l'air pensé que ça changera pas, là. Je veux dire, c'est ça maintenant. Ça, on reviendra pas en arrière. Aussi bien de trouver des façons de bien l'utiliser puis de rentabiliser ça au lieu de dire « Ah, mais il fait pas d'argent. » Mais tu sais, de chialer sur le passé aussi. J'entends souvent ça, les artistes qui sont comme pas satisfaits de la situation actuelle. Souvent, on va entendre que c'était donc mieux avant. Oui, mais gars, on est aujourd'hui. Fait que move forward puis trouve un moyen de rentabiliser aujourd'hui. Si tu veux continuer à faire ce que tu veux faire. Là, c'est ça. En fait, c'est ça. Je comprends un peu la nostalgie du passé parce que quand on vendait des albums physiques, ça rentabilisait beaucoup ça paye plus ton recording et tout. Peut-être pas nécessairement plus facilement, mais en tout cas, tu avais... c'est une source de revenus de plus. Littéralement, c'est comme si je te dis, à chaque année, je vais te donner 100 000 $, puis d'un matin, je te l'enlève. Fait que là, trouve une autre manière de faire de l'argent. Qu'est-ce que c'était mieux? Ouais, c'est ça. Non, mais ça, je comprends. Puis ça, c'est un peu comme... c'est ce qui s'en vient de plus en plus avec l'Internet, puis tout ça. Ça a ouvert une porte de... On n'a plus besoin de littéralement un truc physique. Là. Les gens, là, ça, là, ils vont pas downloader un VHS, ils vont pas aller l'acheter chez Blockbuster. Là. Ils vont genre le streamer gratuitement sur YouTube. Puis ça m'a coûté cher, cette caméra-là, puis cette affaire-là, puis notre temps qu'on passe en ce moment. C'est vrai, c'est vrai. C'est tout le temps justement de c'est quoi. On a parlé avant que ça commence le podcast. C'est quoi le but de ce qu'on fait? Le but dans ce cas-ci, c'est de discuter et d'avoir une conversation avec des gens intéressants, en tout cas de mon point de vue. Là. Pour l'autre personne assise devant moi, ça peut être justement d'avoir une plateforme sur laquelle partager ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent faire et tout. Mais moi, mon attente là, envers le podcast s'arrête là. S'il y a une vente down the line qui arrive pour ma compagnie dans 3 mois à cause que notre podcast aujourd'hui, tant mieux, mais c'est pas ça l'objectif. T'sais. C'est une question de setter tes attentes aussi. Là. Comment situer, puis je comprends. Tes attentes envers Spotify, elles ressemblent à quoi? Est-ce que tu veux te faire genre une paye à chaque semaine avec ça? T'sais? Ben non, je sais que c'est pas réaliste à court terme. T'sais. Mais c'est une bonne question. Je devrais clarifier ça dans ma tête. Hein. C'est souvent ça que les gens ils se disent pas, dans le fond. C'est qu'ils vont dans une direction puis qu'ils se donnent pas d'attente envers eux-mêmes. T'es comme ça va arriver. Ouais, mais c'est quoi tes barèmes d'évaluation que ça va arriver? C'est dans quel contexte, dans quelle période de temps est-ce que tu vas avoir telle rentabilité et tout. Puis là, on parle de Spotify, mais ça peut être dans n'importe quel genre de projet d'affaires, business-wise.
Ça m'amène à mon autre question. Tu fais quoi ces temps-ci? Outre préparer ton EP? Qu'est-ce que je fais? Je fais... enfin, tu sais, quand j'ai décidé quand j'ai déménagé à Montréal, tout ça, puis j'ai commencé à explorer le milieu, tout ça, Ouais. je me suis rendu compte que, ben écoute, c'est sûr qu'il y en a qui réussissent, là, tu sais, si on prend les... tu sais, j'ai pas mettons d'exemple, mettons une Isabelle Boulay ou, tu sais, ou qui vit juste de ça, qui est capable de vendre des albums, de faire des shows, en tout cas, whatever, parce que c'est une artiste établie, tout ça. Avant d'en arriver là, ben, tu sais, c'est sûr que c'est difficile de pouvoir en vivre complètement, tu sais. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment diversifié mes activités. Fait que je suis allé chercher des formations comme comédien. J'ai enseigné aussi, enseigné le chant. Ouais. Chose que je fais plus vraiment, mais ça a été comme une autre porte de sortie, je dirais. Okay. Fait qu'aujourd'hui, ce qui m'amène pour répondre à ta question, c'est qu'aujourd'hui, avec les années, j'ai de plus en plus développé mon côté comédien, si tu veux. Okay. Que je fais beaucoup de ça en ce moment. Tu sais, je fais des pubs, je fais des narrations, tout en continuant en faisant des corpos, des événements corporatifs avec mon band. Comme au début du mois, on est allé jouer au Casino du Lac-Lémy. Okay. C'est ça, je fais des shows aussi dans des résidences pour personnes retraitées, pour personnes âgées. Tu sais, c'est ça, je fais plein d'affaires. Ouais. Vraiment plein d'affaires. Qu'est-ce que t'aimes le plus? J'aime, c'est sûr que de chanter mes propres trucs, ce qui me fait triper vraiment, c'est d'être en studio. En fait, là, présentement, ce qui me fait vraiment triper, c'est que là, je me suis comme plus lancé dans le deuxième EP, dans l'écriture de chansons. Chose que j'avais pas fait dans le premier. Okay. Fait que j'ai vraiment pris part plus à l'aspect créatif, pris part dans la roue vraiment de la création. Fait que là, ce qui me fait triper, c'est que je me dis, OK, de chanter mon texte, après ça, d'entendre le résultat avec l'arrangement, ça me fait capoter. Ah ouais. Ça, là, ah ouais, ça donne des ça m'allume. Je fais comme, OK. C'est vraiment ça, tu sais, mais... En fait, je te dirais qu'en général, ce qui me fait plus triper, c'est de chanter, tu sais. Ouais. Mais dans n'importe quel contexte ou vraiment plus tes trucs, tu dirais? Pas dans n'importe quel contexte, mais dans mes trucs à moi, dans mes chansons à moi, c'est sûr, ou dans des... C'est ça. Okay. Ouais. Puis qu'est-ce que tu pourrais faire pour faire plus de ça, pour être moins diversifié, justement? Parce que, tu sais, un EP par année... je veux dire, je te dirais même aux 2 ans, mettons. Ben c'est ça, mais c'est comme je pense aux humoristes qui font un spectacle par année puis ils le rodent pendant 3 ans, ben ils en écrivent un puis ils le rodent après ça 3 saisons. Mais comment tu peux faire pour vivre, en fait pas nécessairement pour vivre plus de ça, mais comment tu pourrais faire pour faire plus de ça? Ouais. Plus de création. Plus de création, ouais. Tu sais, logiquement, parce que ça te prend un revenu pour manger, là, tu sais, puis t'as des activités, etc. Là. Ouais. Donc, je sais pas quoi répondre à ça. T'as-tu déjà pensé? Ben, oui et non. Ouais. Oui et non, mais spontanément, ce qui me vient en tête, c'est d'écrire pour d'autres aussi, tu sais, qui pourraient... Ghostwriting? Ouais. J'avais pas pensé. Ouais. Ça pourrait être une option, mais en même temps, je me fais pas encore assez... tu sais, écrire, c'est vraiment un muscle là, qui se développe, tout ça. Puis là, tu vois, je me suis commis pour mes dernières chansons, mais je me rends compte que ça me prend quand même du temps. Là, j'ai des amis que je leur donne un thème, là, puis ils te pondent ça, c'est pas vraiment long. Là, qu'est-ce qui fait la différence? C'est-tu le muscle qui est pas assez musclé, tu penses? Ou... Ouais, puis il y a beaucoup de la dose de confiance en soi aussi qui vient jouer. Là. Tu mets beaucoup de barrières. Ah ouais? Ouais, je pense que puis dans l'écriture en particulier, c'est que faut pas se censurer dès le départ. Il faut vraiment comme se laisser aller. Puis des fois, on se ramène au point de l'esthétisme. Ouais. C'est comme je veux que ce soit beau tout de suite. T'sais. Ouais. Fait que là, je regarde, je regarde, ça marche pas. Puis là, je tasse ça. Mais en fait, quand j'ai une idée d'un thème vraiment clair, quelque chose qui m'allume, quelque chose que j'ai envie de parler, ben ça se place plus facilement. Là. Ça coule plus. Là, fait que ça pourrait être une avenue éventuellement d'écrire pour d'autres. Okay.
Pour pouvoir faire plus de création, je trouve ça embêtant. Parce que j'ai l'impression que, tu sais, de mon point de vue, le créatif en tant que tel, tu sais, l'art, entre guillemets, je fais des guillemets là, pour ceux qui écoutent, là, c'est pas quelque chose. En fait, je sais pas si c'est. Là, je veux pas m'avancer parce que je suis pas certain, je suis en train de remettre ça en question, mais je pense que l'art, c'est pas quelque chose qui est accessible sur demande, sauf que là, je suis en train de découvrir que si tu te donnes des barèmes ultra rigides de création, t'en fais 10, il y en a une de bonne. T'en fais 20, il y en a 3 de bonnes. T'en fais 25, il y en a 15 de bonnes. Graduellement, tu te rends compte qu'il y en a de plus en plus de bonnes avec la même quantité de temps que tu investis. Autant appliquer ça à n'importe quoi, là, faire un podcast, faire une chanson, faire n'importe quoi. Puis c'est pour ça que je remets en question le concept de genre, je suis pas inspiré en ce moment. C'est drôle que tu en parles parce que l'année passée, j'ai suivi justement une formation en écriture avec un auteur-compositeur qui s'appelle Gaël. Et justement, ça, la formation, c'est jeu d'écriture. Donc, elle nous fournissait plein d'activités, plein de tu sais, par exemple, un champ lexical où tu as ces mots-là, puis tu dois. Je veux que tu m'écrives deux. Première crumbs, là, puis là, tu continues là-dessus. T'écris-moi 2 couplets là-dessus. Okay. Après ça, elle donnait un thème, elle dit OK, je veux 2 couplets, un refrain. Après ça, je veux un autre jeu, c'était comme faut pas qu'il y ait de A. Dans tes phrases. Pas de en tout cas, quelque chose dans le genre. Fait que on dirait que ça. Il y a l'aspect restrictif. Ouais, la restriction, c'est ça. Mais ça amène la créativité. T'sais. Énormément. C'est ça, c'est exactement là-dessus que je suis genre, fuck, ça veut dire qu'on pensait qu'il fallait attendre d'avoir l'idée dans la douche, puis en marchant pendant 4 jours. Mais j'ai une amie qui a une agence créative qui s'appelle La Petite Boîte Noire. J'aime ça parce que c'est dans la boîte le créatif. C'est genre, c'est la restriction des 4 murs qui font que là, ils sont créatifs dans cette boîte-là. Ça, là, ça, c'est mon interprétation de sa business. Là, c'est pas ce qu'elle m'a dit mot pour mot. Mais... Non, mais ça se tient. Mais puis, je trouve que c'est tellement logique. Là. Je lisais des livres aussi l'année dernière sur le travail. C'est con, là, mais juste comme le développement de bonnes habitudes et bonnes pratiques de travail. Il y en a un que je lis en ce moment, c'est. Je vais finir ma phrase. Là, c'est Deep Work de Cal Newport. C'est vraiment lui. Je te résume le livre en une phrase. Là, je te sauve 8 heures. Là. Il dit là, dans ta journée, là, le meilleur moment où est-ce que tu fais ton meilleur travail, ça devrait tout le temps être ça, à tous les jours. 7 jours sur 7. Dans le cas d'Abraham Lincoln, mettons, mais de 4h30 du matin, là, je dis n'importe quoi, mais mettons 4h30 du matin à 6h. C'est ça. Très matinal, le gars. Là. Mais, puis il dit, il faut absolument que tu te battes pour pas te faire voler ton temps. Si toi, de 6 à 10, là, c'est ton best time to create, il faut que tu sois sur le mode avion sur ton cell, il faut que personne puisse te rejoindre, il faut que les gens soient au courant que tu sois pas disponible. Vraiment, il met beaucoup d'emphase sur protéger ton meilleur temps parce qu'il reviendra jamais. Puis tu sais, le remettre tantôt, quand je vais être fatigué à 7h30 à soir, t'es pas dans ton prime time, là, tu sais. Wow! Fait que ce livre-là, je trouve ça intéressant parce qu'il m'a fait comprendre que du deep work time, là, tu sais, dans ton agenda, le temps où est-ce que t'es le meilleur pour toi, ça devrait être la priorité de ta journée, tu sais, tout le temps. Puis l'autre livre que... Rappelle-moi le titre de... Deep Work. Dans le fond, travail dur. Je sais pas si tu parles français. Tu l'as pas posté, toi, aujourd'hui, ça? Non, mais c'est ça. L'autre, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en train de lire ou écouter un livre audio sur comment qu'on fait ses idées. En fait, c'est Make Ideas Happen de Scott Belsky. Ce gars-là, il était sur le podcast de Tim Ferriss, puis j'ai trouvé qu'il était un génie. C'est le fondateur de Behance, la compagnie. Ben, les graphic designers vont le savoir. C'est quoi? Leur objectif, c'est d'organiser le monde créatif, mais par leur plateforme, qui est un genre de Facebook de designers, si on veut. Là. Je résume ça bien stupidement. Là, excuse-moi, Scott, si tu écoutes le podcast, là, tu comprendras sûrement pas le français, mais... Salut! Puis ce livre-là, ce qui est vraiment, vraiment fascinant, il commence directement le livre avec The Action Method. Donc là, il dit genre, on a analysé au-dessus de 1000 entreprises, puis voici comment tu devrais structurer, puis voir tes affaires. Et là, je fais comme, aïe, aïe. C'est drôle parce que je faisais déjà beaucoup de ça que j'ai fait de stratégie puis de méthode de productivité, si on veut, que j'ai juste appris sur le tas, là, tu sais. Mais son livre, j'aurais aimé ça le lire il y a genre 3 ans quand je commençais à développer mes systèmes d'entreprise, là, tu sais. Puis, Making Ideas Happen, vraiment, 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 vraiment hot. Puis, Deep Work de Cal Newport, juste pour... Souvent, tu sais, lire un livre, ça te permet de prendre le temps d'apprendre une idée. Tu sais, plus que de lire une quote sur quelque chose, là. Tu sais, on dirait que quand tu lis quelque chose pendant 10 heures, t'es comme...
OK, là, je l'ai assimilé. Là, j'ai compris où est-ce que ça peut se manifester dans ma vie. T'sais. Ouais, je comprends. OK, ouais, mais c'est pour ça la restriction, tu vas pour revenir à la musique. Là, la restriction, je pense que ça te permet d'être très créatif. Puis, tu fais-tu souvent des formations comme ça qui te permettent de découvrir des nouvelles techniques, des choses de même? Non. Ben, en fait, souvent. Non. Ben, souvent, je veux dire. Souvent, c'est quoi ça veut dire pour toi? Ben, c'est, mettons, 1 à 2 par année, mettons. Ouais, exact. Ben, tu vois, l'année passée, j'ai fait 2 formations. OK. Cette formation-là, une formation où on devait préparer un 20 minutes comme si on allait on faisait une vitrine dans différents comme par exemple le réseau Rosec ou c'est quoi ça, le réseau? Ben, en fait, Rosec, c'est un circuit de quand même petite salle. Okay. Je pense que c'est plus dans l'est du Québec, là. Je ne vais pas me tromper, mais puis dans le fond, il y a des vitrines qui sont possibles. Les artistes se présentent soit à rideau, soit en tout cas, il y a plein d'événements. Puis les artistes doivent souvent présenter une vitrine. On appelle ça des extraits de chansons, un extrait de show qui dure environ entre 15 et 20 minutes. OK. C'est ça. Puis, dans le fond, la formation servait à ça, à préparer ton 20 minutes, mais vraiment travailler ton côté, l'interprétation des chansons, toutes tes entre-chansons, ce que tu dis entre les chansons. Parce que c'est d'autant plus important comment tu te présentes que ton contenu aussi. Ouais. Le contenu. Ça va ensemble, tu sais. Fait qu'on a vraiment passé toute la semaine avec 2 formateurs à peaufiner ça. Puis à la fin de la semaine, on présentait notre vitrine, notre 20 minutes devant un public. Ah ouais? Ouais. Ça doit t'aider? Vraiment. Ah ouais, c'était cool. Là, c'était pour ce que tu veux faire de plus, donc j'imagine que c'est très pertinent. Oui, puis tu sais, c'est sûr que moi, comme artiste, je veux en faire des vitrines, puis je veux être prêt quand ça va arriver, tu sais. Puis j'ai eu l'expérience aussi, j'en ai fait une avant de suivre la formation. OK. Puis ça a bien été, mais tu sais, je sentais que j'avais pas que j'avais loupé, mais que j'aurais pu être plus préparé, tu sais. Ouais. En rétrospect, après avoir fait la formation. Vraiment. Okay. Vraiment, fait que j'ai vraiment mis le doigt sur bien des affaires. Puis j'allais faire la formation pour m'enlever ma mauvaise expérience, ma mauvaise perception que j'avais, le feeling que j'avais pas tant trippé. J'étais comme, mais pourquoi? Puis j'étais pas nécessairement bien avec ça. Puis le fait de me donner un coup de pied dans le cul, puis d'aller faire la formation, puis d'aller au-delà de mes peurs, ça m'a vraiment permis d'avancer. Là. Dis-moi, après avoir fait la formation, est-ce que tu t'en voulais autant de ne pas avoir autant performé ou c'était vraiment des choses que tu n'avais pas appris, donc tu n'aurais pas pu savoir anyway? C'est sûr que... Non, je m'en voulais plus, je m'en voulais pas, mais tu sais... Il y avait le sentiment de déception est toujours là quand même, mais maintenant je sais par où passer pour plus vivre ça. Ouais. Mais c'est un échec, mais en même temps un apprentissage. Ouais. C'est pas genre une aïe, ma vie est ruinée. Là. Non, mais sur le coup, c'est ça. Là. Ouais. Sur le coup, je me dis, OK, je vais me réorienter. Je vais changer de job. Là. Ça va plus du tout. Là. Ouais. Donc, pourtant, des fois, mais des fois, c'est des apprentissages à la dure. Là. Tu fais comme, OK, tu te remets en question, tout ça, mais c'est toujours de la lumière au bout du tunnel. Mais j'en parle souvent d'apprentissage. J'en parle à mes proches. Puis l'année passée, parce que moi, ma compagnie, dans le fond, est incorporée de juillet à juin, genre, et pas de décembre à décembre. OK. Fait que, en janvier cette année, il y a à peu près 4 semaines de ça, j'ai eu ma première rencontre d'état financier. Ouais. Puis on dirait que la première rencontre d'incorporation, parce que quand tu es enregistré et incorporé, c'est 2 choses différentes au niveau fiscal. Pour pas rentrer dans les détails en dormant. Là. Puis elle m'a coûté cher l'année passée. Elle m'a coûté cher en erreur aussi. Puis je m'en suis rendu compte juste à l'état financier. C'est pas que j'ai mal engagé des gens, pas que j'ai surpayé, c'est que j'ai pas traité mon projet d'affaires comme étant une compagnie. Je pensais que c'était mon salaire aussi. T'sais. Je mélangeais la perception de je suis travailleur autonome à j'ai une compagnie, puis c'était pas ça qu'il fallait que je fasse, mettons. T'sais. Ah, OK. Ouais, je peux comprendre. C'est un mindset différent. Là, quand tu fais un contrat, tu ramasses l'argent, c'est de tes revenus. T'aurais dû m'appeler, j'aurais pu t'aider. J'aurais dû, effectivement. Mais c'est pour dire que je me suis sorti 16 000 de salaire en 2019. En fait, quoi, l'année, moitié, whatever. Là. Mais 16 000 là, puis moi, dans ma tête, je travaillais genre à côté, que j'allais faire 100 000, nanana. Puis quand j'ai vu les chiffres là, à la fin de l'année, là,
Je suis comme, aïe, qu'est-ce que je peux faire de Mais différent? avant de voir tes chiffres, tu pensais que tu gagnais roulais, plus que tu peux. Ouais, parce que la compagnie avait des dépenses pour Simon, puis Simon, personnellement, avait loyer, bouffe, whatever, des dépenses personnelles aussi. OK. Mais je mélangeais les deux dans ma tête. Mais là, ça a fait en sorte que réellement, je me suis presque rien sorti. Puis là, c'est là que j'ai réalisé comme, OK, où est-ce que je fais des erreurs? Puis là, j'ai lu un livre. J'ai lu beaucoup de livres là, dans le temps, depuis le temps des fêtes. Là. J'ai lu un livre qui s'appelle Profit First, que, mon Dieu, c'est de l'éducation financière pour entrepreneurs, genre. OK. Que j'aurais... T'apprends pas ça à l'école. C'est pas un MBA qui te permet de comprendre ça. C'est vraiment un gars qui a fait plein d'erreurs, qui est arrivé sur le bord de la faillite. Sur le terrain, c'est ça. C'est Puis ça. Puis il a dit, check, j'ai appliqué ça avec plein d'autres personnes. C'est comme ma formule d'accompagnement. Je l'ai appris avec plein de gens. Je vois les résultats, c'est tout le temps très positif. Essaye ça. Il dit pas de le faire, mais j'achète le livre pour en apprendre. Fait que je vais essayer. Puis crime, déjà là, on est à 1 mois et demi là, du début de l'année. Restructurer mes affaires. Puis c'est pas genre fais plus d'argent. C'est restructure ton allocation de tes revenus pour voir où est-ce qu'elle va. T'sais? Ah mon Dieu. OK. Avant, je faisais même pas ça. T'sais, ça fait 14 ans que je fais de la business là, avec des projets depuis que j'ai 14 ans. Là, en fait, depuis que j'ai 16 ans, en fait. Mais là, c'est parce que t'as une compagnie maintenant, puis ça a changé toute la donne. C'est vraiment une structure de gestion de trésorerie, si on veut, que je comprenais pas apparemment. Mais tu sais, quand tu le sais pas que tu fais une erreur, tu le sais pas que tu fais une erreur. Non. En effet. Fait que ça revient à la déception, tu sais, quand t'es arrivé là-bas, t'étais comme, je savais même pas ce que je savais pas encore. Ouais. Fait que c'est la même chose. Puis là, quand j'ai vu mon salaire réel, je peux pas vivre sur 16 000. Le salaire minimum de quelqu'un qui travaille dans un dépanneur, c'est 20 000 par année. Non, je là, sais, ça a pas de sens. J'étais genre, what the fuck, là, tu sais. Mais tu pognais trop le bang, dans le fond. Ben, je sais pas ce que je faisais. Je pense que, j'en ai parlé déjà, tu sais, mon char, c'est une grosse erreur que j'ai faite. Tu sais, je me suis acheté une Audi en 2018. Okay. Mais ça, c'est une auto abordable, hein? C'est ça? C'est ça. Tu sais, j'ai acheté ça, je suis comme j'ai une compagnie, je peux me payer ça, tu sais. On met ça dans mes dépenses. C'est ça. Ça, c'est la pire erreur. Puis la réalité, c'est que, selon les calculs du livre que j'ai lu, tu sais, mon coût d'opération idéal, selon le chiffre d'affaires que je faisais, que je fais actuellement, là, que j'ai fait l'année passée, devrait être, mettons, si je me rappelle pas les chiffres exacts, je pense que c'est 2500 $ de dépenses fixes par mois pour opérer une compagnie de cette envergure-là, en termes de chiffre d'affaires uniquement. Là. On parle même pas de compte de dépenses ou whatever. Puis je pense que j'étais genre à 5700. Fait que là, j'étais comme, à chaque mois, ça creusait de plus en plus une différence entre les profits que j'aurais pu me soutirer puis les frais d'opération qui augmentaient. Bref, faire une histoire courte. Mon Dieu! Ouais, j'ai beaucoup appris en prenant vraiment du recul que la structure financière d'une business, c'est pas comme un salaire, c'est pas comme un revenu de travailleur autonome non plus. Puis les revenus de la compagnie, c'est pas pour payer des Audi à Simon, genre. Fait que c'est intéressant. Je regrette pas parce que c'est un apprentissage. J'aurais pas appris si j'avais continué à penser de même. Tu sais? Ouais. Ton point est bon, j'avoue. J'avoue que c'est... Ouais, des fois, il faut passer par là pour... Ouais. J'allais dire un gros cliché, là, pour grandir, mais pour... Écoute, on n'apprend pas tout de la même manière. Moi, j'apprends en me pétant les dents. Il faut que j'arrive, puis ça pète, puis là, je suis comme, là, je l'ai compris. Ouais. D'autres personnes, ils vont apprendre des erreurs des autres, ou d'autres personnes vont juste pas faire d'action. Je te disais ce que je te disais tantôt, moi, je suis dans le 80-20. Quand c'est 80% prêt à sortir, la prochaine va être meilleure parce que j'aurai appris de quoi en le livrant. Puis là, je parle d'un rapport, d'un vidéo qui va sortir. Là, tu vois, c'est commence à être un petit peu orange. Je peux rien faire. La caméra est au bout de mes bras. Faut que tu lâches prise. C'est ça. Je peux vraiment rien faire. Fait que, tu sais, gars, je fais partie de la vie, tu sais. OK, je comprends. Mais qu'est-ce qui fait... Tu parles de 80-20. Qu'est-ce qui fait que tu te sens à 80? Ben, le 80-20, je te dirais, c'est ma to-do list. Non, c'est la to-do list. C'est que si je me dis, j'ai 5 affaires à faire, là, j'ai fait une affaire où est-ce que la rapidité d'exécution a diminué. Ça veut dire que je suis arrivé juste à du peaufinement. Ouais. Fait que ça, je suis rendu, mettons, là, il fallait que je fasse un draft d'une chanson, OK? Mettons, OK, on va être très contextuel. Ouais. Je draft la chanson, puis là, ça ferait 20 minutes, puis là, il faudrait que je passe 49 minutes pour juste faire des tweaks, et il est trop tard. Tu sais, c'est comme c'est trop de temps. Ça vaut pas la peine pour le draft, right? OK, ouais. C'est dans ce sens-là. Ah, OK, je comprends. Fait que, tu sais, après ça, quand tu as fait ça, tu passes au prochain, puis là, si t'es pas obligé de sortir ton draft tout de suite, mais tu passes pas plus de temps sur la chose que tu devais faire initialement, ce qui est essentiel. Pas ce qui est comme final et perfectionné, tu sais. OK. Fait que c'est vraiment là, ça c'est un autre livre que j'ai lu aussi, c'est Mon Dieu, ouais, sacrément. Mais j'ai blague à part, là, 2021. Mais blague à part, l'année dernière, je m'étais donné comme objectif de lire 12 livres, j'en ai lu 34.
J'étais Tous comme... des livres business ou... développement personnel, biographie. J'aime beaucoup écouter des biographies en livre audio. Parce que c'est une histoire d'une vie. Tu me donnes des références, j'aime ça. Oui, sure. J'ai une grosse liste sur Audible que j'ai toutes lues, puis je peux même les rater, là, ceux qui servent à quoi aussi. Là. Puis parce que souvent... j'ai l'impression que c'est moi qui parle, là, mais souvent, les livres, j'ai l'impression que tu as des livres qui sont just in time puis just in case. Tu sais, c'est Tim Ferriss qui avait dit ça. Un livre juste à temps, c'est qu'en ce moment, tu as besoin de quoi? Là? Qui tombe au bon moment. Là. C'est ça. Un livre just in case, c'est comme j'aimerais ça lire ce livre-là. Mais en préparation de quelque chose qui n'est pas applicable. Qui n'arrivera pas, j'arrive jamais. Entre toi et moi, là, combien de temps tu passes par semaine à t'asseoir et lire un livre? Et palais. Fait que t'as-tu le temps vraiment de lire quelque chose qui arrivera peut-être jamais? Non. Fait que c'est ça, je te réponds non. C'est ce qui a fait en sorte que ça a vraiment fait du sens de. Lire, c'est le fun, mais c'est le fun d'apprendre quelque chose aussi. Là. Mais là, dans tes 34 livres, est-ce que ça a été. Il y en a des just in case là-dedans? Les biographies, c'est vraiment pour ne pas faire les erreurs d'avance. Tu sais, mettons une biographie d'un ancien entrepreneur, un Steve Jobs, un Howard Schultz de Starbucks. J'ai lu Phil Knight aussi de Nike. Ce que je trouve intéressant des biographies, c'est que ça sert à rien, outre de peut-être comprendre comment il pensait. Tu sais, comment qu'un entrepreneur qui part une business puis qui l'a fait pendant 40 ans, pensait au début versus à la fin. OK. Pour essayer peut-être de te reconnaître ou pas dans son cheminement. C'est ça. Encore là, tu n'as pas d'attente sur je vais avoir une illumination, ça va changer ma vie, mais tu peux voir qu'est-ce qu'il a fait, puis qu'est-ce que toi tu fais, puis là tu fais comme OK, je m'en allais dans ce mur-là. Tu sais? Chez toi. Fait que c'est. Après ça, le gars, toutes les business sont différentes de produits. Soit t'es le produit comme en or principalement, ou en service, comme je livre des services. Tu sais, je veux dire, tu peux pas te comparer littéralement, mais tu peux t'en inspirer beaucoup. C'est intéressant, ça. Ouais, tu me donneras pour vrai les références, j'aime ça. Ouais, puis c'est vraiment, tu sais, si tu peux retenir ça, tu sais, le juste à temps versus genre, just in case versus just in time, juste à temps versus au cas où qu'un moment donné, ce concept-là m'a énormément fait filtrer des livres. Tu sais, je sais pas si t'es comme moi, là, mais genre sur Amazon, j'ai 59 livres que je veux acheter, mais là, je sais pas trop lequel acheter. Je vais jamais chez Amazon. Sur Amazon. Ça fait bien, c'est de la drogue. Ça, c'est une des dépenses en 2019 qui a monté mes dépenses. Ah oui, hein, pour vrai? Un petit clic en One Buy Now, puis là, tu reçois des boîtes chez toi, tu sais, des petites boîtes, c'est le fun. À tous les jours, une petite boîte. Fin de l'année, man, les petites boîtes, ça coûte cher. Là. C'est ça, j'imagine. La petite dose, tu fais comment? OK, cool, mais quand tu vois le bill, quand tu fais le calcul, je comprends. Ouais. Qu'est-ce qu'on disait avant ça? J'ai comme un blanc. C'est comme un carré. Par rapport à l'échec, en fait, par rapport à... La perception par rapport à si tu serais retourné, puis t'aurais fait différemment, puis tu le regrettes. C'est ça, ouais. En fait, ça fait partie de la vie aussi. Là, c'est un peu plate à dire, mais... moi, je trouve ça le fun. Je suis bizarre? Je trouve ça le fun d'échouer. Ah ouais? Mais pas pas au moment que ça t'arrive. Oui, parce que j'ai de quoi apprendre de ça immédiatement. C'est vraiment... T'as même pas un petit... moi, j'ai un petit 2-3 jours. Ça fait chier, là. Est-ce que je mens en disant que non, même pas sur le moment? Je te dirais que non, t'as raison. Je te dirais que sur le moment, je suis comme, esti, pourquoi que ça m'arrive? Cette phase-là, j'essaie de la couper le plus vite possible quand je m'en rends compte. Mais je m'en rends pas compte tout de suite. Je m'en rends compte genre 3-4 jours après, que là, je suis comme, attends, mais là, j'ai rien pu faire. Il y avait rien de contrôlable dans la situation qui a fait que j'ai fait un échec ou peu importe. Là, puis des fois, c'est pas des échecs que genre, c'était quand? C'était en novembre 2018, j'ai eu une appendicite. Tu le prévois pas, ça. C'est pas comme genre, bon, OK, on va aller à l'urgence. T'avais-tu un livre? T'avais-tu lu un livre là-dessus? Non, j'avais pas lu J'avais pas lu le livre là-dessus. Puis, tu sais, ça, tu peux le voir comme un échec parce que t'avais peut-être un plan, puis là, t'étais comme, fallait que je fasse cette affaire-là, puis là, ça n'a pas arrivé à cause de ça. Mais là, maintenant, il faut lâcher prise. Là. Non. Je veux dire, c'est... Puis, tu sais, je veux dire... C'est un peu ésotérique ou... en tout cas, mon père dit souvent ça, mais il n'y a rien qui arrive pour rien, tu sais. Fait que des fois, il faut se ramener à ça, puis ça aide à relativiser et à lâcher prise aussi. C'est ça que j'ai fait quand je l'ai eu. J'étais comme, OK. De toute façon, tu peux pas faire grand-chose. C'est ça. Est-ce que je me morfonds ou je souffre en silence? Tu sais, j'étais comme... Ouais, je comprends. Non, mais j'aime ça. Peut-être, mettons qu'on pense plus échec de business à tes souhaits. Tu sais, je dis business, mais tu sais, projet ou autant personnel, relation et tout. Tu sais, des échecs dans cette optique-là où est-ce que tu apprends quelque chose après, ça, c'est hot, je trouve.
je trouve que t'es comme, OK, là, j'ai une méthode de pensée de plus qui est dans mon arc, tu sais. C'est ça, ça te construit, tu sais. Ouais. Ça te construit, puis quand tu vois des gens qui s'orientent vers là, ben, tu te dis, ben, regarde, voici mon expérience, fais ce que tu en veux aussi. Fait que ça peut aider les autres aussi. Là, mais ça, c'est une autre affaire que j'ai, c'est drôle à dire, là, mais que j'ai appris à fermer ma trappe, là. C'est que. À fermer ta trappe? Ouais. Parce que c'est ma blonde qui m'a fait remarquer ça. Elle m'a dit, elle écoutait mes podcasts, tu sais, de manière sporadique quand j'en sors un et tout. Lui, là. Ah, j'espère qu'elle va l'écouter. Laura, t'es mieux. Puis elle m'a dit, c'est drôle, tu te tais jamais quand quelqu'un parle. Puis là, j'ai fait, pourquoi donc je fais ça? Je m'en rendais même pas compte. C'est vrai, hein? Ouais. Non, mais c'est vrai. Puis là, elle m'a fait réaliser que, pas parce que tu sais, entre guillemets, tout ce que t'aurais fait dans la situation de la personne tu dois y imposer. Ça fait 1 an qu'elle m'a dit ça, tu sais. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je le faisais avec mon environnement. Tout le monde, pas juste dans les podcasts, tu sais. Puis ça l'a beaucoup aidé de pas imposer, justement, l'expérience que j'avais vécue sur les gens qui me le demandaient pas. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, OK. T'sais, mais si je suis comme Fred, qu'est-ce que t'en penses de ça? Je veux avoir ton opinion. Ouais. Tu comprends? Mais si j'arrive, je dis, je vois, tu me parles de ton affaire, je dis, non, regarde, ce que t'aurais dû faire, là, c'est ça. OK, ouais. C'est un peu, je comprends. C'est un peu intrusif comme. Même si toi, tu l'as déjà vécu, je pense qu'il y a une beauté à vivre toi-même une erreur ou un échec. Là. L'aspect de mentorer et mentor. Mais c'est dur parce que des fois, tu vois la personne rentrer dans le mur de plus en plus. Tu sais. Ouais. Mais ça veut pas dire que ce que tu dis est valide pour elle, parce qu'elle aurait peut-être pas fait ça de cette manière-là, finalement, à la fin. Mais il y a des, selon moi, en business, il y a des choses de base. Là, genre, rachète pas une Audi. Mais surtout en start-up, là. En tout cas. Ça, quelqu'un me demande, est-ce que là, je viens d'avoir un gros client, je devrais-tu tout brûler l'argent ou je l'économise au cas où que j'ai pas un autre gros client? T'sais? Option 2. Tu sais, mettons, là, regarde. Ouais, parce qu'on fond, sur le coup, quand ça arrive, on est content, comme quand j'ai une bonne rentrée d'argent, ou je fais comme, mon Dieu, je suis donc bien riche. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je pourrais faire pour le dépenser? Exact. C'est clair. Là, on est des bêtes émotionnelles au bout de la ligne. Là. On n'est pas tant rationnel que ça. Non. Je pense. Là. C'est encore moins l'artiste en moi. Là. Je parle pour moi, là, mais. Tellement. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Attends, OK, il faut pas que tu sois. Tabarouette, ça fait déjà 1 heure qu'on jase. T'as-tu encore un peu de temps? Ben oui, on est correct. C'est correct. Qu'est-ce que tu lis, toi, ces temps-ci? À part... Hey, je lis pas. Comment ça? Je suis comme obsédé par lire, moi. J'adore ça. Mais je suis content que tu m'en parles. Pour rallumer cette flamme-là. Tu vois, la semaine passée, je suis allé à la bibliothèque. Là, j'avais le goût de lire un roman, whatever, mais tu sais... J'ai tellement... Je rentre là, puis je fais comme, OK... C'est pas quoi faire. Par où je commence? Ouais. Pourquoi c'est aussi beau, les bibliothèques? Je sais pas. Non, mais c'est juste moi qui ai cette impression-là. À Blainville, ils ont fait une nouvelle bibliothèque, puis elle est vraiment belle, grosse, vitrée, tout ça. Ben à Montréal, elles sont pas toutes belles. OK, peut-être. On dirait que dans ma tête, elles sont toutes gigantesques puis belles, comme Alexandria, là, tu sais. Je suis comme... Non. Mais je sais pas pourquoi, parce que, tu sais, on a des livres audio, on a des Kindle, on a des iPads, tu sais. J'aime les livres papier pour écrire dedans, prendre des notes. J'ai l'impression que j'apprends mieux des choses. On pourrait en parler, si tu veux, tu sais, de quel genre de livre tu lis puis versus t'écoutes, là, mais les livres papier, j'aime ça. Assimiler de l'information comme un textbook d'école, j'ai l'impression. Puis sur l'ordi, c'est plus comme une histoire. Je sais pas. Ah ouais, hein? OK. Tu sais, un roman, j'aimerais ça le lire ou l'écouter, peut-être. L'écouter, moi, j'ai... Ah ouais? Moi, j'ai un petit déficit d'attention. Je sais pas, on dirait que Mais tu sais pourquoi? Non. Juste en char. Je suis pas capable d'écouter un livre en dehors de conduire. Ah, OK. Ouais, ça, peut-être, ouais. Si je le pars chez nous, je marche avec le chien, je vais faire 1000 affaires. Mais c'est ça, puis là, t'écoutes plus. Je vais aller... il y a un collègue qui est rentré. Non, c'est sûr que je vais... Là, je suis pas capable, ça non. C'est ça. Mais en auto, j'avoue que c'est un bon cue. T'as rien d'autre à faire, tu sais. Tu sais, des road trips, les choses de même, quand t'as beaucoup d'autres à faire tout seul dans le trafic, là, tu sais. On vit pas trop ça arrive nord, mais quand même, ça arrive des fois, là. Mais tu vois, ce que j'écoute beaucoup dans l'auto, c'est des podcasts. Ouais. Mais c'est drôle parce que des podcasts, j'ai l'impression que c'est un livre audio de moins bonne qualité. Ouais. Tout dépendamment du but de ce que t'écoutes, là, tu sais. Ça dépend, là. Des fois, j'adore écouter des podcasts, mettons, à la maison aussi, juste comme un peu un bruit de fond en arrière, là. Ouais.
Puis, mais non, mais pour revenir, ce que tu écoutes ces temps-ci, as-tu quelque chose que tu aimerais lire ou écouter, whatever? Tu parlais de bibliothèque. Là. Ouais. Ben, je suis allé à la bibliothèque, justement. Il y a un auteur que, l'année passée, j'avais lu un de ses livres. J'étais comme, OK, je suis parti de ça. Là. Quand je suis arrivé à la bibliothèque, j'ai dit, OK, je veux cet auteur-là. OK, parfait. Mais je voyais un peu le champ immense de possibilités. Puis j'étais comme, j'aimerais ça m'informer, j'aimerais ça, je sais pas, là. Lire un livre, je sais pas sur quoi, là, mais tu parles d'un peu de croissance personnelle ou de juste de minding ou Fait que c'est le genre de livre aussi qui m'intéressait. Okay. Fait que je regardais dans cette section-là, j'étais comme, OK, je prends quoi? Finalement, j'ai rien pris parce que je manquais d'informations, finalement, tu sais. Un truc, là, si ça peut t'aider, là, ou d'autres personnes qui vont écouter, c'est un truc pour trouver quelque chose qui serait intéressant à lire, c'est essaie de te réfléchir sur c'est quoi tes principaux problèmes en ce moment. Puis je parle pas genre, ah mon Dieu, j'aimerais savoir plus de contrats. Ben, peut-être, là, remarque que ça pourrait être une manière de générer plus de positivisme. Je sais pas. J'aimerais savoir plus de streams sur Spotify. OK. On parle de là. Fait que là, on pourrait aller écouter ou lire le livre Spotify pour les nuls. Peut-être. Je sais pas. Écoute, mais c'est une bonne source de quel livre je devrais lire sur quelque chose que je voudrais avoir, tu sais. Ouais. À la base, là, ça, c'est ce que j'essaie de faire le plus, parce qu'il y a tellement, comme tu dis, là tu parles d'une bibliothèque, mais moi, genre, j'écoute un podcast, ils font 8 références à des livres, je veux toutes les lire. J'écoute un autre podcast, il y en a 14 autres. Là, je suis à 42 livres qu'il faut que je lise dans cette semaine. Choisir ce là, c'est ça. Donc, d'où la sélection qui est la plus importante, parce que oui, je lis, mettons, l'année passée, j'ai lu 34 livres, mais j'aurais pas pu en lire 70. Là. Ouais. Fait qu'il y en a peut-être 200 que je voulais lire. Quand est-ce que tu lis? Hey, je fais beaucoup d'auto, hein. Genre, tu sais, oui. OK, c'est les livres audio, dans le fond. Ben, la plupart. Puis j'essaie de lire. En fait, ce que je fais, OK, c'est que si le livre d'information, il est bon en livre audio, puis j'aurais des notes à prendre ou il m'est référé dans un brainstorm de business plus tard, là, je l'achète en papier. Puis je le relis en papier. Mais genre, vite, là. Tu sais, je le relis en diagonale en papier. Mais si le contenu est pas intéressant, un peu comme un podcast, le contenu n'est pas intéressant audio, je verrais pas d'utilité à lire en papier. Parce que je vais jamais le lire. À l'acheter, J'ai comme développé une espèce de goût pour les livres qui sont straight to the point. Tu sais, genre, je sais pas si tu as déjà vu ça, des livres de développement personnel où est-ce qu'ils parlent de leur vie pendant 50 pages, une page d'un conseil. Moi, je cherche ça. OK, moi, c'est ça que j'ai besoin. Là. Ah, man. T'sais, un livre, c'est de l'information. Si tu veux faire une biographie, parler de ta vie, appelle-la une biographie. Là, mais un livre qui parle d'un sujet, genre How to Make Ideas Happen, par exemple, la référence que j'ai dit tantôt, il commence le livre, il te donne des trucs. Oui. Une phrase de conseil. C'est ça que je veux aussi. Là. C'est ça. Des fois, j'écoute des vidéos, mettons, où il explique un peu. Je suis passé par. Je suis comme, non. Là, c'est pas ça que je veux savoir. C'est quoi? Donne-moi ton info aussi. Les gens ont l'impression qu'il faut qu'ils parlent longtemps. Pour mettre en contexte, pour expliquer, pour que ça soit clair. Ce qui est ironique là-dedans, c'est quand tu regardes, comme tu parles, tu cherches une vidéo sur YouTube, là, je veux pas les 42 minutes de mise en contexte, je veux l'information. Tu sais, fait que, c'est fascinant. C'est drôle parce qu'un podcast, c'est l'inverse. C'est juste la mise en contexte. J'avoue. C'est quand même drôle. Restez à l'écoute, là, dans 20 minutes, on arrive au... On va parler de quelque chose de précis dans pas long, là. Non, c'est intéressant. Fait que oui, pour les livres, bibliothèque, c'est ça. Mes livres audio, je trouve que c'est un bon... Livre audio juste en char, puis biographie, si t'es capable. En tout cas, je fais beaucoup d'auto quand même. Là, je me déplace d'un contrat à l'autre. Je fais beaucoup de déplacements finalement. Fait que, c'est con, mais... CarPlay, dans l'auto, je sais pas si t'as ça. Là. Non. Tu sais, c'est comme tu branches ton cell, autant un iPhone qu'un Android, puis ça te fait un genre de mini iPhone. Là. Puis on dirait que ça l'a vraiment. Tu sais, là, je vois l'application Audible, fait que ça stimule le. Je vais écouter ça à la place de. Un petit gentil rappel. Ouais. Ça aide. Je comprends. Ouais. Puis sinon, les gens là, qui te chercheraient sur Internet, où est-ce qu'ils vont? On parlait de Spotify tantôt, là? Oui, Spotify, c'est sûr. Est-ce que tu as un nom d'artiste? Fred Lalancette. OK. Tout simplement. Spotify, sur Apple Music, j'ai ma page Facebook qui est Fred Lalancette Artiste aussi. Instagram aussi, Fred Lalancette. J'ai une chaîne YouTube aussi où je poste des vidéos. Des fois, je fais des vidéos de cover, tout ça. Fait que, des gens qui me suivent là-dessus. Ouais, tes vidéos sont vraiment nice, là. C'est du high-level content, là. Quand je fais des petits covers. Des covers, en fait, avec mon guitariste David, malade, là. Lui, il a tout le gear aussi, puis, tu sais, c'est vraiment comme top-notch, là. Ouais, vraiment. Fait que, puis d'ailleurs, je devrais renouveler ça, là. Je serais dû, là. Fais plus de ce que t'aimes. Tu sais ce que tu me disais tantôt, là. Ouais.
J'aimerais entendre puis voir plus de musique si t'es un artiste qui veut chanter. Ouais, c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce qui est intéressant dans le fait de... Parce que souvent, mettons, quand on se met à faire des chansons originales, on veut pas trop comme toucher au cover. On fait comme, hey, ben non, les gens écoutez ma... T'sais. Mais des fois, c'est en faisant un cover... Tu te découvres. Que c'est OK, bon, lui, tout ça. Fait que là, après ça qui t'amène à... Ça, c'est le move business qu'on parlait tantôt. Là, t'sais. Ouais. C'est sûr que tu regardes ce qui pogne le plus sur YouTube, là, c'est les covers de chansons de séries Netflix. Ah ouais, hein? Ouais. OK. T'sais, là, c'est poussé, mais quand même, quand tu vois qu'ils sortent genre The Witcher sur Netflix, le lendemain, tu vas avoir 35 covers de la hit song parce que toute l'attention des gens est sur la série. OK, ouais. Stratégie. Hein? Ouais. Stratégie. Ouais. Puis après ça, tu sais, c'est qui cette chanteuse-là qui vient du Japon? Ah, intéressant. Puis là, t'as suivi. Ça, c'est une manière, c'est du growth hacking qu'ils appellent. Là, où est-ce que. T'sais, en fait, c'est du growth hacking, mais c'est du gros foutu bon sens. Tu regardes c'est quoi que les gens ils font, puis tu vois où est-ce que ça se transforme en ton art, dans le fond. T'sais, quand t'entends tout le temps parler de la nouvelle série de, la nouvelle affaire de, ben là, comment je peux jouer avec ça? C'est d'utiliser l'actualité, ce qui marche, puis... Ouais, c'est des bons cues. Ouais. Fait que, j'ai-tu parlé de toutes les... Avant YouTube, j'ai-tu d'autres... Oh! Ouch! Puis, ton la prochain... magie du direct. Ouais, ton prochain post sur Instagram, ça va être quand? Ça va être ça ici, là. Ça va être un petit teaser. Écoute, ça va sortir dans un bout de temps. Là. Ça va être malade. Ouais. Mais, écoute, j'avoue que je sais pas. Tu sais, je ramène je veux tout le temps que ça soit beau. Mais tu vois, en fait, parce que là, je trouvais que je manquais de... J'avais plus de photos. Là. J'ai comme utilisé toutes mes photos. Toutes les photos que j'avais j'ai faites à mon lancement, mes photos de projet, mes photos d'album. Là, c'est épuisé. Là. OK. Fait que je dis, il faudrait que je fasse des nouvelles photos. Fait que là, en fin de semaine, tu vois, j'ai une session de photos avec une de mes amies pour vraiment comme... C'est ça, réalimenter tout ça. Ça prend ça, hein? C'est ça, faire du contenu, là, tu sais. Fait que, les photos, puis c'est sûr que je passe beaucoup de temps en studio, fait que je devrais comme maximiser ça aussi pour... J'ai fait une couple de stories là-dessus aussi, mais tu sais, genre photos, vidéos... Un extrait de ce que tu essaies. C'est ça, mais je suis un petit peu prude là-dessus au niveau des extraits, parce que j'aime pas tant faire écouter des extraits qui sont pas encore sortis, ou en tout cas... Je sais pas, on dirait que j'ai comme toujours peur que quelqu'un s'approprie ça puis sorte quelque chose. Je sais pas si c'est vraiment niaiseux. Là. Ben, c'est une croyance, en fait, là, mais je pense que l'idée est bonne, mais l'exécution, c'est ce qui fait le résultat. T'sais. Je veux dire, si quelqu'un s'est inspiré de ton affaire puis t'as une vidéo qui le prouve... J'avoue. Comme ça a été posté le 26 avril 2019 puis toi, t'as sorti une affaire qui est la même chose le 30 avril 2019, là, tu sais. Ben oui. Fait que, tu sais, dans le fond, puis au pire, ça vient de toi, fait que t'es la source de, fait que, tu sais. Je comprends. Mais oui, c'est vraiment une croyance. C'est torieux, là. Qui est vraiment ancrée. C'est vraiment niaiseux. C'est pas niaiseux. C'est pas rationnel, c'est émotionnel, tu sais. Drette ça. Fait que quoi, je vais me pousser plus à faire ce genre de post-là, tu sais. Ou juste, des fois, je partage vraiment des coups de cœur ou des choses qui vont triper. Comme la semaine passée, je suis tombé sur un groupe qui a fait un cover d'une chanson de Céline Dion, mais tellement comme revisité d'une façon incroyable. C'est le groupe Escabeau. Je l'ai posté sur ma page Facebook. Fait que, c'est ça, des coups de cœur que je vois, je fais comme, OK, j'utilise ça, puis en même temps, ben... Les gens aiment ça, puis ça fait, tu sais, ça reste, je reste actif sur mes pages là, avec ça. Ouais, clairement. Là. Fait que, c'est de la job. Voilà. Ben, merci de ton temps, Fred. Ben, merci à toi de m'avoir invité. Belle conversation. Tellement. Ouais. Puis, si vous avez des questions pour Fred, en fait, vous pouvez le trouver, Fred à Lancette, partout sur les internets. Merci aux gens qui ont écouté le podcast dans leur char. Puis, on se voit une prochaine fois. Yes. Merci. Peace. Bye.